présence pour cette conférence donc Innovation et Société. Je rappelle que cette conférence, ce cycle de conférences qui jalonne l'année, a pour but de nous aider à réfléchir sur les évolutions technologiques, mais également les évolutions sociétales, ou plus exactement, comment la technologie peut influencer le bien-être au niveau de la société, donc d'où ce cycle qui se nomme Innovation et Société. Et pour cette conférence, avec le retour des 4e années, bienvenue pour votre retour à l'Iséo, on a pensé que c'était intéressant justement de s'arrêter un petit peu sur une notion qui est parlante pour certains, moins pour d'autres, et qui se nomme par l'acronyme RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Alors d'abord, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises intègrent dans leur réflexion, dans leur stratégie, l'impact sur les comportements sociétaux et environnementaux? Est-ce que ça permet de prendre conscience de façon collective et citoyenne des enjeux d'aujourd'hui? L'actualité nous montre quelques antagonismes en ce moment entre la recherche d'écologie mais aussi, on va dire, le maintien du pouvoir d'achat, donc ça pose de réelles questions. Ou alors est-ce que les entreprises s'en servent plus comme faire-valoir pour leur propre image, ce dont on peut se poser comme question également. Et puis plus fondamentalement, finalement, est-ce que la RSE, les efforts soutenus tout au long je dirais des années par certaines entreprises, est-ce que ça permet vraiment de se traduire dans les faits par le progrès et par la conciliation entre le progrès technologique et le progrès sociétal? Alors pour réfléchir à tout ça, pour répondre surtout à ces questions, j'ai le grand plaisir d'accueillir, et je remercie de sa venue, Monsieur Christian Lafage, bonsoir Monsieur Lafage, qui donc est le directeur responsable RSE du groupe Cointreau pour le monde entier. Donc Monsieur Lafage a une grande expérience de pratique RSE à travers le monde, et il va pouvoir nous aider donc à résoudre ces équations ce soir. Donc Monsieur Lafage, vous êtes rentré dans le groupe qui s'appelait à l'époque Rémy Martin en 1989. Vous avez pris la direction R&D donc de ce groupe, et vous êtes en fait docteur en chimie physique, et vous m'avez même dit le terme plus précisément spectrochimie. Spectrochimie, voilà, qui est une composante de la chimie physique. Vous êtes rentré donc en 89 pour prendre la responsabilité R&D. En 1995, vous avez pris la responsabilité de la qualité chez Rémy Martin, puis en 2003 la responsabilité du développement durable, cette fois dans le groupe Cointreau, qui est la fusion des deux familles, Rémy Martin et le groupe Cointreau, pour finalement devenir en 2012 le directeur RSE du groupe. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de nous guider sur ces notions un peu complexes, pas toujours simples à comprendre. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, en fait, je vais vous présenter un peu l'histoire de la stratégie RSE de Rémy Cointreau. Après, je ferai des petits apartés, puisque M. Robert m'a demandé de bien faire le lien entre, par exemple, le management et le déploiement de ces politiques. Et puis après, il y aura un petit temps de questions-réponses, et je répondrai avec plaisir à vos questions. Juste un petit mot sur Rémy Cointreau, acteur international du monde des spiritueux, avec la volonté d'être présent dans les spiritueux haut de gamme. Une marque de cognac principale à cognac, donc la marque Rémy Martin et la marque Louis XIII. Un pôle whisky avec les whisky Westland, Bruichladdich, Domaine des Hautes-Glaces, Westland aux US, Bruichladdich en Écosse et Domaine des Hautes-Glaces en France. Un gin botaniste qui est fait en Écosse. La liqueur Cointreau donc, qui est faite à Angers, un brandy grec donc, qui est fait en Grèce, Métaxin, le rhum Manguet qui est fait à la Barbade, et un brandy Saint-Rémy qui est fait dans le sud de la France. Le chiffre d'affaires, un peu plus d'1 milliard d'euros, 1800 collaborateurs dans le monde, plus de la moitié des collaborateurs sont à l'étranger, un chiffre d'affaires volontairement voulu entre 3 tiers, on va dire, équilibré, entre globalement l'Europe, le continent américain et le continent asiatique. Voilà.
Voilà, c'est tout. Je ne parlerai pas plus des produits. C'est ce qui fait la différence entre une intervention RSE, on va dire, et une intervention sur les stratégies d'entreprise. Puisque moi, maintenant, pendant l'heure qui va venir, on ne va échanger que sur les pratiques de Rémy Cointreau. Donc là, vous êtes au cœur de la RSE. C'est l'objectif d'une politique RSE, c'est d'amener de la transparence sur les pratiques, sur les modes de fonctionnement du groupe, et de présenter en fait la loyauté de ces pratiques. Alors, un petit rappel historique, parce que ça a démarré donc, au sein de l'entreprise au début des années 2000. Donc à l'époque, on parlait plutôt de développement durable plutôt que de RSE. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Rémy Cointreau, sur certains de ses produits, est dans le monde du luxe, dans le monde premier au haut de gamme. Donc ce qui fait qu'on a un discours très fort sur la notoriété des produits, la qualité des produits. Et la politique développement durable de l'époque, ce qu'on a identifié assez rapidement, c'est qu'elle allait nous permettre, à partir du moment où on mettait en place certaines actions, de développer également un discours haut de gamme des pratiques. Dès 2003, la création de valeur du groupe s'est appuyée sur deux axes. La pérennité des produits, comme toute entreprise bien sûr, puisque si l'entreprise est durable, il faut de base que ces produits soient durables. Et un deuxième axe qui est l'acceptabilité sociétale de l'activité de Rémy Cointreau, c'est-à-dire ce regard qui commençait à être porté pas seulement sur les produits, mais sur la façon dont l'entreprise fonctionne. Et donc c'est toute la politique RSE qui vient alimenter cet axe. Et la création de valeur de Rémy Cointreau a reposé sur ces deux piliers dès le début des années 2000. Ça nous a amené en fait à entrer dans la RSE par une porte spécifique, qui était comment faire son métier de façon responsable. Aujourd'hui, quand on parle RSE, vous allez entendre de plus en plus souvent parler de parties prenantes. Partie prenante, c'est tout organisme, structure qui interfère avec la vie de l'entreprise. Une partie prenante interne, ça peut être les collaborateurs. Toutes les parties prenantes externes, fournisseurs, investisseurs, sociétés civiles, etc. Nous avons démarré en 2002, vous le voyez sur ce graphe, avec vraiment la notion de porter des valeurs, de porter les valeurs du groupe. Pour porter ces valeurs, nous avons adhéré dès 2003 au Global Compact. Donc, le Global Compact, c'est une charte qui a été lancée au début des années 2000 par l'ONU, avec 10 principes. Ces 10 principes avaient l'avantage que c'était le premier document international qui regroupait le respect des droits de l'homme, le respect du droit du travail et une responsabilité environnementale. Plus un 10e principe qui a été ajouté après sur la lutte contre la corruption. C'est toujours un engagement majeur, fort de Rémy Cointreau, puisque nous sommes toujours membres de cette charte. Ça nous amène chaque année à publier un compte-rendu. Si vous allez sur le site du Global Compact de l'ONU, vous trouverez tous les communiqués annuels de Rémy Cointreau depuis 2003. Un communiqué qui est sur le progrès, qu'on appelle une communication sur le progrès, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on progresse chaque année, et il faut aussi montrer qu'on est ambassadeur de ces principes vis-à-vis des parties prenantes, par exemple comme des fournisseurs. Il y a maintenant des niveaux au sein du Global Compact, donc il y a un niveau qu'on appelle Global Compact Advanced, GC Advanced, qui représente les 10% des entreprises engagées qui sont les plus engagées dans le pacte mondial, et Rémy Cointreau fait partie de ce niveau, et c'est l'un de nos objectifs d'y rester bien sûr le plus longtemps possible. Suite à ça, en 2008, donc, on sort notre première charte RSE. Alors là, je vais commencer à parler un peu management. La RSE dans l'entreprise, ça s'appuie sur tous les collaborateurs. À partir du moment où vous parlez d'entreprise responsable, de faire son métier de façon responsable, qui est à la base des métiers dans l'entreprise? Tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc ça, c'est un des points clés d'une réussite d'une politique RSE. Alors il y en a deux. Il y a un engagement clair de la direction, ça c'est sûr. Donc c'est nécessaire, c'est pas suffisant mais c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait un engagement clair du top management. Comme nous on a pu le prendre en disant la création de valeur de Rémy Cointreau s'appuie pour une part sur sa stratégie RSE. Et puis après, il faut un engagement de l'ensemble des collaborateurs. Donc ça veut dire qu'il faut passer du temps à expliquer, à convaincre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, la RSE ça parle des métiers. Donc ça veut dire que dans une entreprise, il y a différents métiers, et les métiers de l'entreprise ne changent pas parce qu'on met en place une politique RSE. Les objectifs d'un acheteur, par exemple, restent les objectifs d'un acheteur. Seulement, ce qu'on va dire maintenant, et ça va faire partie de sa responsabilité d'acheteur, c'est qu'il doit faire son métier de façon responsable, et par exemple, pour faire son métier de façon responsable, il doit procéder à des évaluations RSE
des fournisseurs qui travaillent avec Rémy Cointreau et vérifier que ces fournisseurs répondent bien aux critères RSE de Rémy Cointreau. Donc ça veut dire que toute stratégie RSE, dans quelque entreprise que ce soit, repose sur les collaborateurs et bien sûr forcément sur les managers. Vous verrez, j'en parlerai après, on attache de plus en plus d'importance à la façon dont la gouvernance RSE dans une entreprise est identifiée, du plus haut niveau de l'entreprise jusqu'aux collaborateurs à travers les différentes strates de l'entreprise. En 2008 sort la norme ISO 26000, donc c'est dans le monde des normes ISO, telles que ISO 9000, par exemple le site Cointreau là, qui est à Angers, il est certifié ISO 9000 sur l'organisation professionnelle, il est certifié ISO 14000 sur le respect de l'environnement, il est certifié ISO 22000 sur la sécurité alimentaire. On est dans la même sphère, la seule différence c'est qu'aujourd'hui encore l'ISO 26000 n'est pas certifiable, donc c'est juste un référentiel qui permet d'avoir un guide sur le déploiement de la politique. 7 piliers à droite que vous voyez là à droite sur l'ISO 26000, le Global Compact de l'autre côté, vous avez au milieu les objectifs actuels RSE de Rémy Cointreau. Comme je vous le disais, on y reviendra, la gouvernance qui est un point important de l'ISO 26000, le respect des droits de l'homme, des conditions de travail, l'environnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loyauté des pratiques, là on est au cœur de la RSE, c'est-à-dire on est sur la transparence et les pratiques responsables. Les consommateurs, nous vendons des produits à base d'alcool, donc c'est dans ce volet qu'on va avoir tout le volet sociétal sur la consommation responsable et modérée de nos produits. Et la citoyenneté, puisqu'on demande de plus en plus aujourd'hui aux entreprises, au-delà d'un moteur économique, d'être un moteur du développement durable des territoires sur lesquels l'entreprise est présente. Une évolution majeure aussi et qui est importante dans la RSE, pendant plusieurs années, ça a été des démarches volontaires, c'est-à-dire une démarche éthique, une démarche volontaire de l'entreprise. Ce qui s'est passé notamment depuis 2012, c'est l'arrivée du réglementaire dans la RSE. L'arrivée du réglementaire en France, par exemple, ça a été essentiellement avec les lois Grenelle de 2012, qui ont imposé aux entreprises comme les nôtres cotées en bourse d'avoir un reporting RSE, de faire vérifier ce reporting RSE par un tiers externe, ce qu'on appelle un OTI, un organisme tiers indépendant, qui va vérifier la fiabilité des données et la réponse aux obligations Grenelle. Aujourd'hui, depuis 2012, un groupe comme Rémy Cointreau, toutes les informations RSE sont auditées et sont vérifiées au même niveau que les informations financières et comptables. Donc ça a impacté bien sûr le déploiement de la politique RSE du groupe. Et là aussi, bien sûr, ça a amené différents managers à avoir un regard quand même beaucoup plus précis sur la RSE à partir du moment où vous avez ces vérifications externes comme elles peuvent avoir lieu dans le monde de la finance. Là, par exemple, vous avez sous les yeux l'un des derniers décrets qui est sorti sur la loi de transition énergétique qui impose aux entreprises comme les nôtres d'identifier les émissions de gaz à effet de serre majeures, de mettre en place une stratégie bas carbone et de pouvoir communiquer sur les différentes choses qui vont être faites pour réduire ces postes significatifs. Je vous dirai un mot après tout à l'heure de la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, ça c'est la nouveauté de l'année. Donc c'est la transposition d'une directive européenne sur le reporting RSE qui va nous amener au-delà de ce que le Grenelle pouvait nous demander. Donc c'est un virage vraiment majeur depuis le début des années 2010 où d'une démarche volontaire, on passe à une démarche quelquefois qui est réglementaire. 2015, la COP21 à Paris, dont vous avez probablement entendu parler. Donc on parle beaucoup réchauffement climatique, limitation du réchauffement climatique à 2 degrés maximum, voire 1,5 degré. Mais surtout pendant cette conférence, l'ONU ressort des documents qui étaient sortis au début des années 2000, mais passés assez souvent inaperçus, qu'on appelle les ODD, les Objectifs de développement durable, qui étaient au nombre de 12 au début des années 2000 et qui sont passés au nombre de 17. Comme le Global Compact, qui s'adresse plus particulièrement aux entreprises, l'ONU vise en fait toute structure, organisation, État, ville, qui veut s'investir dans le développement durable au niveau mondial et dit, ben voilà, par exemple, un pays, une ville qui veut s'investir là-dedans, elle doit répondre à toute ou partie de ces 17 objectifs. Les entreprises se sont appropriées ça aussi. Alors vous voyez par exemple, si je prends le 1, pas de pauvreté, le 2, la lutte contre la faim, il est certain que tous ces objectifs ne concernent pas les entreprises. Donc ce qui fait que il y a de nouveaux outils qui sont en train de se déployer dans la RSE, qui étaient utilisés dans d'autres cas, mais qu'on appelle des analyses de matérialité.
et qui vont permettre en fait d'identifier les objectifs sur lesquels Rémy Cointreau peut être acteur ou impacté dans l'autre sens. L'avantage de ça, c'est que ça force les entreprises à aller au contact des parties prenantes et des attentes des parties prenantes. Donc là, j'ai simplifié la liste, mais en fait, voilà une liste de parties prenantes. Les collaborateurs, les milieux financiers, les fournisseurs, les clients, les pouvoirs publics, la société civile. Donc on va regarder finalement à travers un système de notation sur quoi ces parties prenantes peuvent nous attendre. Mais de l'autre côté, on va garder notre spécificité qui est de dire mais il y a aussi des valeurs chez Rémy Cointreau. Et donc on va regarder ces attentes, l'impact qu'elles peuvent avoir sur la croissance, la rentabilité, la pérennité du groupe. Avec un système de notation approprié, on arrive à ce genre de diagramme. Donc vous comprenez que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dans la partie droite supérieure. Pourquoi? Parce que sur la droite en bas, vous avez les attentes principales des parties prenantes, et dans le haut du graphe, vous avez les impacts majoritaires sur la valeur du groupe. Ça nous a fait retenir une dizaine d'objectifs, je vais en citer qu'un là, le 15, donc qui est en lien avec la vie terrestre, la protection des sols, l'agriculture. Vous voyez qu'il ressort dans la zone la plus importante pour nous, le coin supérieur droit, et évidemment tout ça est cohérent puisque les matières premières aujourd'hui de Rémy Cointreau sont toutes des matières premières d'origine agricole. La qualité des produits repose sur la qualité de ces matières premières. Donc ce qui veut dire que, par exemple, pour Cointreau, je prends l'exemple de Cointreau, il nous faut des oranges, pour les whisky, il faut des céréales, pour le rhum, il faut de la canne à sucre, pour le cognac et le brandy, il faut de la vigne. Donc tout vient de matières premières d'origine agricole. Et évidemment, pour nous, c'est extrêmement important. Donc les impacts sur croissance, rentabilité, pérennité, bien sûr, c'est extrêmement important. Et au niveau des parties prenantes, il y a une forte attente aujourd'hui aussi, parce que là, on touche le secteur agricole, les impacts environnementaux de l'agriculture. Et donc voilà comment, à travers ce genre d'outils, ça peut permettre d'identifier des objectifs communs entre les parties prenantes qui sont autour de nous et le groupe Rémy Cointreau. Voilà, donc 10 objectifs ont été retenus. Le 3, bonne santé, bien-être, eh bien ça c'est pour le bien-être des collaborateurs, donc tout le volet RH à l'intérieur du groupe. Éducation de qualité, tous les plans de formation en fait de nos collaborateurs. Égalité entre les sexes, on va retrouver des notions RH avec égalité homme-femme, parité. Le 8 sur le travail décent et croissance économique, ça c'est tout le volet RSE de nos fournisseurs, c'est-à-dire on veille à ce qu'effectivement à ce qui se passe chez les fournisseurs. Les inégalités réduites, la lutte contre les inégalités et la discrimination, on va retrouver un volet RH. Le 6 et le 12, on va rentrer plus dans l'environnement avec la gestion de l'eau. Le 12, la consommation responsable, donc consommation responsable de nos produits. Le 13, la lutte contre le réchauffement climatique. Le 15, je vous en ai parlé, la vie terrestre, l'agriculture. Et puis le 16, tout ce qui est lié à la lutte contre la corruption et l'éthique des affaires. Les engagements que je vous ai montrés tout à l'heure vont changer, c'est-à-dire que la politique RSE, donc on est en train de rédiger notre nouvelle charte RSE, et la politique RSE va s'appuyer maintenant, au lieu des 7 piliers de l'ISO 26000, va s'appuyer sur ces 10 ODD. On va rentrer donc dans ce que je vous disais tout à l'heure, la déclaration de performance extra-financière. Donc quand les lois Grenelle sont sorties en France, en 2012, la France a été moteur auprès de l'Europe pour dire « Regardez ce que nous avons mis en place en France, donc en Europe, on aimerait bien qu'il se passe la même chose avant de diffuser ça au niveau mondial. » Ça a pris 2012 à 2018, donc ça a pris 6 ans. Mais à aujourd'hui, donc l'Europe a sorti, donc il y a 1 an et demi, une directive européenne sur le reporting RSE obligatoire pour les entreprises, ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière. Et donc ça vient d'être traduit dans le droit français depuis quelques mois, et donc nous sommes soumis à cette nouvelle directive. C'est une nouvelle évolution de la RSE, puisqu'on va vers ce qu'on appelle les notions intégrées. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus, et ça va toucher le management des entreprises. Il n'y aura plus un aspect classique, habituel, information financière, etc. Et puis des gens qui s'occupent de la RSE à côté. Tout ça va se retrouver fondu en un seul document, puisque la valeur de l'entreprise va reposer maintenant et de plus en plus à l'avenir sur la conjonction en fait de ces deux politiques, de ces deux stratégies. La DPEF exige par exemple en introduction du reporting RSE la présentation du business model de l'entreprise, du modèle d'affaires, et qui doit montrer
que l'entreprise s'appuie, comme nous on le fait depuis plusieurs années, sur ces deux axes, c'est-à-dire une croissance économique et une croissance responsable. Premier niveau, la gouvernance. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être au plus haut niveau. Donc l'année dernière, pour la première fois, dans notre rapport RSE, nous avons fait un premier document d'une vingtaine de pages donc qui intègre en fait l'ensemble des données économiques et RSE du groupe. Et l'une des actions majeures, vous avez là la politique de Rémy Cointreau, qui n'est plus seulement la politique stratégique et d'un autre côté un autre document qui s'appelle politique RSE. Vous avez une seule politique, 5 leviers stratégiques pour devenir leader des spiritueux d'exception. Vous allez trouver quatre objectifs assez classiques sur le positionnement des marques, la relation avec le client, le réseau de distribution, etc. Mais vous allez trouver un 5e objectif qui est accélérer les ambitions du groupe en matière de RSE et en s'appuyant bien sûr sur les 15 années d'expérience du groupe. Ça, c'est tout nouveau dans la RSE. Ça impacte bien sûr, comme on parlait des managers, ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place de manière plus précise, c'est les idées qu'on avait au début des années 2000, quand on disait la RSE, c'est faire son métier de façon responsable. Donc, dans chaque métier, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour avoir des pratiques responsables. Et là, maintenant, on arrive à cette association très étroite, et on parle bien de modèle d'affaires, c'est-à-dire on parle bien du business model de l'entreprise. Derrière ça également, donc l'ADPEF demande une cartographie des risques et comment la RSE vient répondre à la gestion des risques, et demande également une étude de création de valeur appuyée sur la RSE. Donc là, on rentre de plein pied dans ce qu'on appelle les rapports intégrés, c'est-à-dire il n'y a plus qu'un seul rapport dans une entreprise, et il n'y a plus qu'un seul mode de fonctionnement de l'entreprise, et l'entreprise ne décide pas de choisir j'ai ou pas une politique RSE, ça fait partie de son modèle d'affaires. Ça rejoint un peu les discussions que vous avez pu entendre sur la loi Pacte en France, puisque la loi est en cours de discussion encore, mais au début du premier projet de loi, l'idée était de changer la définition de l'entreprise. C'est-à-dire la définition de l'entreprise qui remontait au début du XXe siècle, notion de vendre des produits, faire des profits, de rentrer dans la définition de l'entreprise la notion de responsabilité, de stratégie RSE. Ça a été abandonné, c'est-à-dire que maintenant ce sera une démarche volontaire pour les entreprises, mais la loi va certainement aboutir sur le volontariat à la création d'une nouvelle mission d'entreprise qui va s'appeler l'entreprise à mission. Et dans l'entreprise à mission, c'est-à-dire qu'il va intégrer les aspects stratégiques habituels et les aspects RSE. C'est une évolution majeure aujourd'hui dans le fonctionnement des entreprises. Et quand on parle management, ça veut dire que ça va être une évolution majeure du management des entreprises, puisque cette composante RSE va de plus en plus quitter des services spécifiques RSE pour venir se diffuser dans les différentes strates et process de l'entreprise. Un exemple chez Rémy Cointreau, nous avons changé la signature du groupe. La signature du groupe avant était la perfection et rien d'autre. Perfection des produits, perfection des pratiques avec la politique RSE. Là, la nouvelle signature du groupe, parce qu'il y a eu cette réflexion interne et dans ce modèle d'affaires de dire de toute façon notre modèle d'affaires il repose sur des éléments clés RSE, la nouvelle signature est devenue des terroirs, des hommes et du temps. Des terroirs, la notion d'agriculture responsable, les hommes, le volet social et sociétal, et sur le temps, la notion d'impact sur le temps à travers les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et la gestion de l'eau. Au-delà des engagements classiques RSE, donc nous fonctionnons sous forme de plan à 3 ans ou 4 ans. Nous finissons le plan 2020, nous attaquons le plan 2024. Et vous avez là, en lien avec ce que je viens de dire, les engagements majeurs donc sur la gouvernance, l'agriculture durable, l'empreinte carbone et la gestion de l'eau. Comme je voulais accentuer un peu sur l'aspect management, la notion de gouvernance, Rémy Cointreau est une société cotée en bourse gérée par un conseil d'administration. Donc il y a eu création au sein du conseil d'administration d'un comité RSE pour montrer que les décisions se prennent au plus haut niveau du groupe. C'est ce comité qui a décidé de l'intégration de la RSE, ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans les 5 priorités stratégiques du groupe. Et surtout, ce comité a validé, et donc ça s'est mis en place depuis 1 an, l'intégration des objectifs RSE dans la rémunération des cadres dirigeants d'entreprise. Quand on dit cadre dirigeant, c'est la directrice générale, il y a un comité exécutif d'une 15aine de personnes. Donc ces 16 personnes
ont maintenant une partie de leur rémunération variable, donc là on est top manager, hein, et une partie de la rémunération variable des cadres dirigeants qui va être en lien avec les objectifs RSE. Pour ça, on a identifié parmi les ODD retenus 5 ODD majeurs et avec les notions de déploiement d'agriculture durable, d'éco-conception de nos produits, être acteur de la lutte contre le réchauffement climatique, préserver la ressource en eau et la satisfaction et le bien-être des employés au sein de Rémy Cointreau. Là, bien sûr, qu'est-ce que ça sous-entend derrière ça? Ça veut dire que ces managers qui sont responsables quand même d'unités importantes à l'intérieur du groupe vont décliner, vont être des vecteurs de déclinaison de ces objectifs au sein de leurs équipes. Et quand je vous disais tout à l'heure que ça touche tous les niveaux et toutes les strates de management de l'entreprise, clairement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le groupe, avec après, par exemple, certains de nos cadres et même certains de nos agents de maîtrise peuvent avoir aujourd'hui des objectifs financiers, donc une partie de rémunération par objectif, et bien sûr dans lesquels on va trouver, selon leur niveau d'implication, différents objectifs en lien avec la RSE. J'ai juste mis après quelques exemples, et puis après mon objectif est plus de répondre à vos questions. Par exemple, les domaines Rémy Martin sont une société du groupe, donc qui est à Cognac. Donc, ce sont des vignobles qui appartiennent au groupe et qui, pour partie, alimentent la maison Rémy Martin, les cognacs Rémy Martin. Il y a dans cette société une activité R&D soutenue autour d'engagements environnementaux, autour d'agriculture responsable, avec par exemple l'usage des engrais verts, la sélection de cépages résistants. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un grand sujet de discussion dans l'agriculture et la réduction de l'usage des produits de traitement au niveau agricole. Et donc on travaille sur des cépages, des croisements de cépages qui pourraient permettre, par exemple, par beaucoup de maladies telles que le mildiou, l'oïdium dans les vignes, si on arrivait à avoir des cépages résistants face à ces maladies, ça limiterait d'autant l'utilisation de ces produits. Et puis surtout un domaine sur lequel on essaye de s'engager fortement aujourd'hui, c'est l'utilisation de la robotique dans le vignoble. Donc avec, vous avez là sur ces deux images, un mini-robot. Donc l'objectif est que ce mini-robot puisse passer entre les rangs de vignes et enlever l'herbe mécaniquement, donc ce qui élimine tous les herbicides qui pourraient être utilisés pour enlever l'herbe, donc ce qu'on appelle sous le rang. Ça évite par exemple, parce qu'il y a des discussions quelquefois en disant mais si on n'utilise pas de produit, il va falloir consommer du carburant pour passer avec les tracteurs, et donc d'un autre côté on va réduire les produits phyto, mais on va faire des émissions de gaz à effet de serre. Ça a l'avantage de répondre sans provoquer d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez à côté l'image, la photographie d'un drone. Donc l'objectif aussi, c'est que, au-delà de ces aspects mécaniques, physiques de désherbage, c'est que le drone puisse identifier dans une parcelle des premières attaques de maladies, et que le drone puisse communiquer avec le robot, et le robot peut aller à l'endroit spécifique et ne mettre que le produit de traitement nécessaire pour lutter contre cette maladie. Donc ça sont des choses qui sont vraiment là, on retombe dans de la R&D pure, mais ça fait partie d'une stratégie RSE d'une entreprise de travailler également, bien sûr, dans ces différents domaines. Donc la R&D, d'ailleurs on dit souvent la RSE est souvent source d'innovation, donc la R&D peut faire partie de la RSE à ce niveau-là. Nous avons une coopérative de viticulteurs qui travaille pour Rémy Martin, donc à peu près 800 viticulteurs qui livrent leurs eaux de vie chez Rémy Martin. On emmène cette coopérative vers la certification à haute valeur environnementale. C'est une certification agricole qui est sortie à travers les lois Grenelle en 2012. Et on a pour objectif que d'ici 2020, 100% des viticulteurs qui travaillent pour Rémy Martin soient au moins au niveau 1 de la HVE. Et d'ici 2022, 50% soient certifiés, c'est-à-dire certifiés au plus haut niveau de ce label d'agriculture responsable de l'environnement. Si on revient au management, je vais vous parler d'une évolution par exemple de structure de management dans l'entreprise. À Cognac, on a toujours eu une équipe d'ingénieurs conseils, parce qu'en fait nos viticulteurs sont nos fournisseurs, mais on est sous forme de contrat de partenariat, donc l'objectif c'est qu'ils livrent les meilleurs eaux de vie à l'entreprise. Donc on avait une équipe d'ingénieurs conseils qualité qui se rend chez le viticulteur. Les viticulteurs pouvaient venir sur les domaines, puisque ce sont des lieux d'expérimentation et d'échange de pratiques agricoles.
Depuis maintenant près de 5 ans, cette équipe de conseil qualité, elle s'est transformée en conseil qualité et environnement. Il y a 2 ingénieurs maintenant qui s'occupent de l'environnement auprès de la coopérative. Et les domaines ont déployé, ce que je vous ai montré tout à l'heure, tout un ensemble d'essais environnementaux, ce qui fait que les viticulteurs peuvent venir chez nous et on peut échanger sur ces pratiques. Donc voilà un exemple encore de transformation de métier où on a intégré dans les ressources, en tout cas de l'entreprise, la gestion de ce conseil environnement. Donc on a mis en place un centaure de l'environnement. Donc là, vous avez une première promotion de viticulteurs qui ont été certifiés cette année, 70 viticulteurs au niveau HVE3. Après, donc l'empreinte carbone. Je vous ai parlé tout à l'heure du nouveau décret donc sur la transition énergétique. Et voilà les mesures que ça nous a amené à faire, c'est-à-dire mesurer les points principaux d'émissions carbone du groupe, nos matières premières agricoles, puisque le secteur agricole est souvent émetteur d'émissions carbone, nos emballages, parce qu'on utilise des emballages verts, que le verre est très émetteur de CO2, et le fret de produits, puisque 98% des produits de Rémy Cointreau sont vendus à l'étranger, il faut donc les transporter sur les marchés. Le plan d'action de Rémy Cointreau, clairement à 2024, le prochain plan, il sera basé sur la neutralité carbone, c'est-à-dire aujourd'hui on fait des bilans carbone globaux à l'intérieur du groupe, on va faire maintenant un bilan carbone par marque et emmener chaque marque au fur et à mesure vers la neutralité carbone avec des actions bien sûr de réduction et des actions de compensation à partir du moment où on sera certain d'avoir agi au maximum de ce qu'on pouvait faire au niveau réduction. Sur la partie éco-conception, mise en place alors tout ça sont de nouveaux métiers, hein, mise en place d'un logiciel qui mesure l'indice de performance environnementale de l'emballage, c'est-à-dire que là on est en train de faire toute la cartographie des emballages de Rémy Cointreau, on détermine finalement cet indice d'impact environnemental, et derrière, bien sûr, l'objectif après la cartographie, ce sera en cas d'évolution de produit, d'intégrer ça dans le process de création des nouveaux produits, et bien sûr d'avoir une visée de réduction des impacts environnementaux. Le transport des produits, vous en ai parlé. On arrive aujourd'hui, même si on expédie dans plus de 100 pays, à faire remonter les émissions carbone liées à nos transports à partir des sites de production en France, vers les plateformes de regroupement des produits, vers les ports ou aéroports d'expédition, vers les ports aéroports d'arrivée. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'Europe, de la Chine et de l'Asie et des US. Et maintenant, donc, on fait remonter les données aussi de ce qui se passe dans chacune des grandes zones géographiques et commerciales. Là aussi, si on parle management, il n'y a pas eu des postes créés pour dire maintenant, dans chaque zone, il va y avoir un responsable de la mesure des émissions carbone liées au transport des produits. Ça veut dire que les personnes qui sont responsables de notre supply chain aujourd'hui, eh bien aujourd'hui on les a formées pour, mais elles ont intégré dans la façon de faire leur métier aujourd'hui, eh bien de savoir faire du reporting CO2. Donc là aussi ça montre bien l'évolution des missions au sein d'une entreprise, c'est-à-dire que moi par exemple le responsable supply chain qui est en Asie, eh bien 2 fois par an il me fait remonter des tableaux de collecte d'informations CO2 sur ses transports, on l'a formé, il a formé ses équipes et on reçoit l'ensemble de ces données. Après sur l'eau, là j'irai assez classique, hein, sur la gestion de l'eau, la réduction des consommations d'eau, la maîtrise des effluents. Et puis, ce que je viens de vous dire, ça va être les actions majeures d'ici 2024 pour Rémy Cointreau. Mais derrière ça, il y a aussi tout ça en RSE. Hein, c'est-à-dire que vous avez tout le volet social, donc avec tout ce qui est RH, gestion ressources humaines à l'intérieur du groupe. Ça, c'est de plein pied avec le respect, par exemple, des droits de l'homme, le respect des droits du travail. Vous avez l'environnement au-delà de ce que j'ai cité, donc toujours être en vigilance énergie, sur les consommations d'énergie, bien sûr, parce que c'est très émetteur de CO2. L'économie circulaire. Aujourd'hui, si vous allez sur le site Cointreau à Angers, il n'y a pas un seul déchet qui n'est pas utilisé, soit en valorisation matière, ce qu'on privilégie, c'est-à-dire tri des déchets et réutilisation dans la filière matière, soit la valorisation énergétique, et en tout cas c'est zéro enfouissement, c'est 100% des déchets aussi bien à Cognac qu'à Angers qui sont aujourd'hui totalement valorisés. Et puis sur l'aspect sociétal, mais ça vous en dis un petit mot au fur et à mesure dans les exemples,
c'est tout le volet achat responsable, donc la mission responsable des acheteurs. C'est tout ce qui est éthique des affaires, comportement éthique. Donc là, on a répondu aussi, alors là aussi un autre exemple de réglementation. La nouvelle réglementation, la loi Sapin 2 en France, donc sur la lutte contre la corruption, notamment l'obligation pour les entreprises comme les nôtres d'avoir un système de lanceurs d'alerte. Donc dans les évolutions de métier, par exemple, le directeur audit de Rémy Cointreau à l'échelle mondiale, il a mis en place ces réseaux de lanceurs d'alerte. Donc c'est une nouvelle composante de son métier, et donc qu'il a déployé après, bien sûr, au niveau mondial. Les consommateurs, notion de consommation responsable de nos produits, et les notions de citoyenneté, c'est-à-dire vraiment les actions qu'on peut avoir au niveau des territoires, et autour de, par exemple, l'impact sociétal de Rémy Cointreau sur différents territoires. Voilà, je m'arrêterai là parce que si vous allez voir notre rapport RSE sur le site internet, il fait 60 pages, donc on pourrait en parler pendant plus de 2 heures. C'est juste pour vous donner, parce que comme M. Robert m'avait demandé, vraiment comment les métiers peuvent se trouver impactés par cette évolution RSE. La nouvelle révolution, entre guillemets, qu'on est en train de vivre, et qui sera pour moi aussi forte que celle qu'on a pu vivre au début des années 2000, c'est la notion de capital immatériel. Donc ça, c'est ce qui est vraiment aujourd'hui dans le secteur recherche RSE parmi les équipes qui sont dédiées à ça. C'est-à-dire que derrière tout ça, on essaye de valoriser ces actions. Et aujourd'hui, la valorisation d'une entreprise repose toujours sur ses bilans habituels, passifs, actifs, ses avoirs, etc. Mais là, il y a des travaux qui sont engagés pour identifier et mesurer ce capital immatériel. Quand on fait de la formation des personnes dans l'entreprise, ça crée de la valeur. Quand on a ces différentes actions dont je viens de vous parler, ça crée de la valeur. Et l'objectif, il serait d'intégrer à l'avenir, donc vous voyez, je retrouve encore ce mot d'intégrer en fait à l'avenir dans la valeur d'une entreprise, non plus une valeur financière, une valeur immatérielle, mais une valeur globale, mais dans laquelle interviendrait la valeur immatérielle de l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose vraiment qui est passionnant aujourd'hui, parce que les premières études, en tout cas, montreraient, ça reste à confirmer, que la valeur immatérielle serait supérieure à la valeur monétaire de l'entreprise. Une étude est sortie il y a 1 an sur les valeurs du CAC 40, des entreprises du CAC 40, qui a abouti à une première conclusion de quasiment 60% de valeur immatérielle supplémentaire par rapport à la valeur actuelle. Donc tout ça, ce chiffre, est à prendre avec prudence encore, mais on va aussi vers ces modèles, et ça, quand on parle évolution de l'entreprise, il est certain que dans les années qui vont venir, c'est encore un domaine qui nous réservera probablement quelques surprises, si on peut aller au bout de ces recherches et études. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Est-ce que vous pouvez développer... Ah pardon, merci. Est-ce que vous pouvez développer les moyens qui sont déployés sur les objectifs RSE, mais plus RH? Vous avez parlé respect des droits de l'homme, respect du droit du travail, bon, c'est la base, c'est normal. Vous avez parlé aussi d'inégalité homme-femme, mais est-ce qu'il y a des moyens qui dissocient le groupe Rémy Cointreau d'autres entreprises? Alors, des moyens, je pourrais difficilement répondre à dire, voilà, des pratiques. Là, c'est certain que, par exemple, un des points clés, c'est si on parle de l'évaluation des collaborateurs. Donc là, il y a effectivement des outils qui ont été mis en place pour garantir une évaluation identique dans tous les pays du monde, donc sous forme d'entretien annuel, de bilan annuel. Des moyens plus spécifiques, je dirais là, récemment, on a mis en place ce qu'on appelle Vie Mon Job. Vie Mon Job, c'est-à-dire que, alors, on est très attentif, nous, à l'intérieur du groupe, à l'employabilité et à la mobilité dans le groupe. Et donc, on a
permis, en tout cas, à des collaborateurs d'aller passer une semaine dans un service. C'est pour ça que ça s'appelle Vie Mon Job. C'est-à-dire un collaborateur qui souhaiterait évoluer à l'intérieur et qui peut dire « moi je serais intéressé par telle ou telle activité », ça lui permet de s'immerger. Ça, je pense que c'est pas forcément très courant dans les entreprises. Ça lui permet de s'immerger une semaine, par exemple, dans le service. Après, sur les inégalités, eh bien, par exemple, il y a des actions spécifiques qui ont été menées sur les sites. Alors, les sites de Cognac et Angers sont nos sites principaux, parce que 90% de la production du groupe se fait là. Donc, on a par exemple à Cognac une ligne de conditionnement spécifique pour l'emploi de personnes handicapées. Donc une mini-ligne, mais qui permet effectivement d'employer des personnes handicapées à mobilité réduite. Après, alors, il y a beaucoup de choses qui se font à travers des accords collectifs. On a mis en place là récemment un nouvel outil qui déborde là, le cadre de l'entreprise, qui est World is a Village, et en fait qui permet des échanges entre les familles de collaborateurs, entre les enfants des collaborateurs par exemple, qui leur permet d'aller dans d'autres pays, etc. Donc ça, oui, outil spécifique. Autre outil spécifique qu'on vient de mettre en place, l'arrondi sur salaire par exemple. C'est-à-dire que les personnes peuvent dire, bien, alors la base c'est de dire, voilà, si j'ai un salaire virgule quelque chose, en fait le quelque chose, il peut être globalement donné par chaque collaborateur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 5 possibilités de financement de différentes associations, et donc il y a eu un sondage sur l'ensemble des collaborateurs au niveau mondial, pour que ce soit les collaborateurs qui disent, bien, on aimerait plutôt telle ou telle action, il fallait en choisir 2. Donc il y a une action qui a été retenue sur l'eau, une autre sur la préservation des abeilles. Au-delà de cet arrondi sur salaire, chaque personne après en fait a un compte et peut alimenter le compte comme elle veut, avec soit donner plus, donner régulièrement ou donner ponctuellement. Voilà, genre d'action donc, qui me viennent comme ça à l'esprit. On essaye effectivement d'être assez innovant en tout cas, de tester ces pratiques. Après, sinon, bien sûr, il y a tous les outils liés aux accords collectifs sur la non-discrimination, l'égalité salaire homme-femme. Voilà. Donc là, on a mis en place un outil intéressant qui s'appelle en fait filière métier et qui est transversal entre les métiers. C'est-à-dire, comme on gère toujours un peu cette mobilité à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire non pas seulement d'avoir des catégories par métier, mais en fait de pouvoir juxtaposer les différentes filières métiers, donc sous forme de matriciel, et de pouvoir dire le niveau de responsabilité d'un marketing junior par rapport à un juridique junior, par rapport d'avoir cette transversalité aussi. Donc un outil intéressant qui a déjà été mis en place depuis plusieurs années dans l'entreprise. Alors après, il y a des outils, par exemple au niveau RH, qu'on voit aujourd'hui apparaître dans les politiques RSE, genre intéressement, participation, 13e mois, hein, qui est le retour finalement vers les employés d'une partie des gains d'entreprise. Moi je suis rentré chez à l'époque Rémi Martin, donc en 1989, il y avait déjà du 13e mois d'intéressement et de participation. Donc aujourd'hui c'est de nouveaux outils, mais qui chez nous sont historiquement installés. Nous sommes toujours dans une gestion familiale du groupe. Donc, évidemment, c'est très en lien avec ça. Bonsoir. Vous avez parlé de valorisation de l'entreprise. J'imagine que toute cette démarche RSE coûte quand même et un investissement du groupe. Comment cet investissement est perçu par les actionnaires, justement, qui peuvent au contraire se sentir un peu lésés Alors, nos actionnaires majoritaires, ce sont les familles dirigeantes, et les familles dirigeantes sont à fond à 100% sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'est déjà clair. L'actionnaire majoritaire, comme je disais tout à l'heure, il faut un engagement fort de la direction de l'entreprise. Clairement, l'actionnaire majoritaire est leader dans cet engagement. Donc voilà, quelque part, ça résout un peu le problème. Alors sur les coûts,
Alors, quand on parle, je parlais tout à l'heure de capital immatériel, c'est aussi un autre sujet aujourd'hui, de fond, sur lequel on n'a pas encore de réponse, c'est combien coûte une stratégie RSE. Combien elle coûte, est-ce qu'elle est rentable pour l'entreprise, comment on juge de sa rentabilité. Ça, aujourd'hui, si quelqu'un s'est trouvé l'outil qui va permettre, parce que, alors il y a des budgets RSE, moi par exemple, j'ai des budgets RSE pour, là, pour moi, quand on déploie un nouvel outil, quand on déploie des choses, etc. Donc là, évidemment, je peux identifier un budget par rapport au budget global de Rémi Cointreau. Mais après, tout ce qui se passe, si on rattache la formation à la RSE, donc tout ce qui se passe en formation, si on rattache le temps passé par un acheteur sur l'évaluation RSE de ses fournisseurs, ça en fait partie. Donc c'est très difficile aujourd'hui de capter dans chacun des métiers les budgets consacrés. Alors on peut avoir des budgets d'investissement, mais ça va bien au-delà, parce qu'il y a des budgets de temps passé, il y a des budgets de temps passé par les personnes dans le cadre de leur métier, parce que je vous disais, il n'y a pas eu foncièrement de nouveaux métiers créés, ce sont les métiers qui ont évolué. Et donc ça aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de dire combien coûte une politique RSE. Est-ce que vous auriez pu mettre en place cette démarche-là sans avoir des actionnaires majoritaires familiaux? On ne peut pas mettre en place une démarche RSE si la direction n'est pas convaincue de la démarche. Que ce soit des actionnaires majoritaires, que ce soit un dirigeant d'entreprise, ça pour moi c'est pas possible. C'est clair. Alors c'est pas suffisant, hein, je l'ai bien précisé, parce que c'est pas eux qui font tout, c'est vraiment tous les collaborateurs qui font tout derrière. Mais il faut que les collaborateurs sachent qu'il y a une vraie attente de la direction de l'entreprise. Pourquoi? Parce que, la RSE quelque part dans l'entreprise, c'est à la croisée de plusieurs chemins. Et donc on va gérer des décisions, des équilibres entre le développement économique, l'impact environnemental, l'impact social, l'impact sociétal. Quand on va parler des pratiques, bien en fait, les personnes dans l'entreprise ont toujours leurs objectifs habituels, mais on va aller au contact de ces personnes en disant, bien maintenant, on va agir de façon responsable, on va vérifier quand même que tout ça est bien cohérent par rapport à la politique du groupe. Quand vous parlez pratique, souvent vous parlez habitude, et quand vous parlez changement des habitudes, ça peut devenir compliqué. Donc ce qui veut dire que là, il y a vraiment une vision stratégique de la direction de l'entreprise qui doit être présente pour dire, voilà, les débats qui peuvent avoir lieu, les décisions, elles ne doivent pas toujours aller dans le même sens. On a vraiment envie que l'entreprise aille vers cette politique de responsabilité. Et donc ça aide quand même, effectivement, à faire bouger, comme on dit souvent, à faire bouger les lignes. Mais c'est impératif. Si la direction de l'entreprise n'est pas convaincue de ça, c'est pas la peine. Je me posais une question parce que, en fait, toutes les mesures dont vous parlez et les objectifs et les mesures dont vous parlez semblent finalement presque évidents, vu le contexte et les préoccupations actuelles, environnementales, politiques, sociales, etc. Mais si on se détache un petit peu de tout ça et de tout ce qui peut sembler politiquement correct et sain finalement, quelles sont les retombées bénéfiques que vous pouvez constater pour l'entreprise de façon concrète dans la mise en place de ces actions, outre évidemment l'égalité hommes-femmes, etc., le bien-être des salariés? Finalement, est-ce que c'est intéressant pour l'image, pour la notoriété? Quels sont les points que vous pouvez relever? Alors, chez Rémi Cointreau, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que au début des années 2000, c'est vrai que quand ces premiers concepts de développement durable, donc après RSE, sont apparus, on s'est dit, mais là, quelque part, il y a des choses qu'on fait déjà. Pourquoi? Parce que vous avez, par exemple, en 2024, Rémi Martin va fêter son tricentenaire, donc c'est une entreprise qui va avoir 300 ans. Rémi Cointreau, ici, aura 175 ans. Les Roms Manguet, ils battent le record de Rémi Martin, ils ont près de 400 ans. Voilà, donc il y a de la culture d'entreprise qui est naturellement présente chez nous.
les collaborateurs qui sont chez Rémy Cointreau connaissent cette culture, ils sont mis en valeur parce que souvent c'est la transmission de savoir-faire, on est sur des métiers quand même encore assez manuels, et donc c'est de la transmission de savoir-faire de génération en génération. Donc il y avait, tout ça était présent dans l'entreprise. Nous, ce que ça nous a amené, clairement, c'était qu'il y avait des actions qui étaient un petit peu déployées selon chaque site, et donc c'est vraiment d'avoir une politique globale et de dire ça va nous permettre en fait de consolider en fait tout ce qui pouvait se faire. La notoriété que ça amène, c'est toujours le cas chez Rémy Cointreau aujourd'hui. On a toujours veillé à ce qu'il n'y ait aucun lien entre l'argument commercial et la politique RSE du groupe. Clairement. C'est-à-dire, on n'achète pas un produit à Rémy Cointreau parce que Rémy Cointreau a une politique RSE ou parce qu'il est plus vert, entre guillemets. C'est pas un argument. C'est pas, alors, clairement, très volontairement. L'argument de vente, ça reste la qualité haut de gamme des produits. L'histoire, la culture de l'entreprise, voilà. Donc, par contre, avec le regard des parties prenantes qui se posent de plus en plus là-dessus, ça nous a amené toute la communication que j'appelle corporate du groupe sur les pratiques du groupe. Alors, les parties prenantes aujourd'hui, les investisseurs, vous avez tout le volet des agences de notation extra-financière qui s'est développé, donc qui sont entre les investisseurs et nous, parce que même si on a un actionnariat majoritaire, familial, on a quelques investisseurs privés à côté. Et donc, à aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de cartographie des risques dans la directive européenne, les investisseurs finalement se sont rapidement intéressés à la RSE sous l'angle gestion des risques. Risque social, risque environnemental qui peut coûter très cher, donc sont tournés vers les agences de notation extra-financière. Donc ce qui fait qu'on est noté par plusieurs agences, donc là ça nous amène de meilleures notes que s'il n'y avait pas de stratégie RSE. On peut faire le lien avec la valeur immatérielle aussi. Complètement. Complètement. Même si aujourd'hui elle n'est pas encore avancée, mais c'est l'avenir. C'est l'amorce. Ça c'est l'avenir, c'est l'amorce. Après, je dirais, bien Rémy Cointreau commence à s'engager dans des grandes actions internationales comme le French Climate Pledge, comme Act for Nature qui est sur la biodiversité. Donc ça, on le fait depuis 2-3 ans seulement parce qu'on se sent assez costaud, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a fait pour être dans ces grandes actions internationales. Donc là, ça amène de la reconnaissance sur Rémy Cointreau. Et quelque part quand même, comme on gère beaucoup, nous, de la notoriété, de la réputation, on est quand même très content de pouvoir avoir cette image positive au-delà des produits sur les pratiques du groupe. Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est quand même de plus en plus présent et sur lequel se focalisent de plus en plus de personnes. Et le consommateur malgré tout, même si ce n'est pas un argument. Et le consommateur même. On se renseigne. Ouais. Merci. Bonjour. Sur l'aspect environnemental, vous projetez d'atteindre un bilan carbone nul d'ici 2022. Quelles actions de compensation carbone une entreprise comme Rémy Cointreau est prête à mettre en place pour atteindre ce bilan? On a une multitude de choix aujourd'hui. Vous avez peut-être vu le bilan carbone de Rémy Cointreau sur le graphe, c'est un peu plus, c'est aux environs de 140 000 tonnes de CO2. Moi, demain, je vais voir une association qui fait du crédit carbone, qui va me dire la tonne carbone, c'est à 15 € la tonne. Je multiplie 140 000 par 15, je fais un chèque du montant total, Rémy Cointreau carbone neutre. Voilà. C'est pas du tout notre politique. C'est pas du tout non plus ce qui est admis par les ONG qui s'occupent de ça en disant c'est un peu trop facile de payer quelque part et puis de dire on est carbone neutre. Alors les actions souvent qui sont par contre proposées, elles existent, hein, c'est clair. Alors souvent vous avez des actions liées au financement d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que si vous financez par exemple l'installation d'éoliennes ou de panneaux solaires, en fait on va dire les kilowatts qui sont produits de cette façon-là, c'est des kilowatts qu'on ne va pas produire par les énergies habituelles, centrales thermiques au charbon par exemple, et donc on va dire ça a permis de non émettre tant de kilowatts de manière classique, et donc c'est comme ça qu'on va retirer un volume de crédit carbone en fait. Après, vous avez des actions qui sont menées, par exemple, au niveau social, dans les pays qui peuvent être en voie de développement. Donc là,
Les associations les plus connues, souvent, c'est il y a Good Planet, il y a Climat Mundi, enfin bref, c'est des associations aujourd'hui qui proposent vraiment ça peut être des engagements de long terme, ça peut être aussi des engagements très court terme. Par exemple, ici, les EO pourraient dire, ce soir, j'ai fait une conférence au sein de les EO, on aurait pu vous demander d'où vous venez, comment vous êtes venu, etc. Et établir un bilan carbone, et les EO pourraient dire, moi je vais financer pour rendre carbone neutre la réunion qu'on vient de faire ce soir. Donc vous avez différents outils qui sont proposés comme ça. Nous, notre objectif, il est clair, c'est, je ne l'ai pas dit, mais on va déployer un outil qui s'appelle SBT, Science Based Targets, donc qui est un outil international qui permet de prendre des objectifs. Quand vous entendez les entreprises qui disent d'ici 2030-2050, j'aurai réduit par exemple de 70% mes émissions carbone, ça c'est parce que ça intègre en fait toutes les actions de réduction qui vont être déployées par les filières. Par exemple, nous, on a des émissions carbone liées au verre. Si les verriers s'engagent en disant d'ici 2030, on aura réduit de 20% nos émissions carbone, on va pouvoir intégrer, nous, indirectement, finalement, cette réduction. Après, l'objectif, c'est de la compléter par des actions vraiment de réduction, c'est-à-dire réduction de consommation d'énergie, le transport des produits, l'éco-conception de nos produits. Donc ça, c'est un volet vraiment de réduction qui nous appartient. C'est-à-dire le déploiement de cette méthode, c'est premièrement les actions intersectorielles, deuxièmement les actions menées vraiment par l'entreprise, et c'est là-dessus qu'on sera jugé, parce que c'est vraiment là-dessus où on est acteur vraiment de la réduction de nos propres émissions carbone. Et après le solde, on crée ce qu'on appelle un fonds carbone dans l'entreprise. Donc vous avez les entreprises qui ont ça, où par exemple ils vont dire je vais compenser, je vais créer un fonds carbone de 10 000 tonnes par exemple d'équivalent carbone. Je vais mettre un prix par exemple, je sais pas moi, de 20 €. Donc ça veut dire que je vais mettre 200 000 € sur ce fonds carbone qui va m'aider à financer des actions comme celles que j'ai pu vous citer. L'objectif bien sûr pour nous c'est de montrer vraiment l'engagement de l'entreprise, le lien avec les fournisseurs, ce qui est fait dans l'entreprise, et après de limiter au maximum cet aspect, même si c'est vertueux, parce que quelque part on finance des installations de réduction d'émissions carbone, mais de limiter au maximum cet aspect financement pur. J'ai une question à vous poser sur notamment le périmètre international de Rémy Cointreau. La RSE est très influencée par les différences culturelles, puisque dans la RSE, il y a beaucoup d'humains. Or, vous avez dit tout à l'heure que 98% de vos produits étaient vendus en dehors du territoire national. Ouais. Donc, j'imagine que vous avez un énorme challenge. Et pouvez-vous nous dire comment vous faites pour rendre une politique RSE voulue, cohérente et globalisante par Rémy Cointreau, avec autant de disparités de RSE dans le monde, voire même des pays parmi vos pays clients qui n'ont que faire de la RSE. Je sais pas, j'ai une petite pensée vers les États-Unis, peut-être que je me trompe, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous pouvez rendre cohérente cette politique avec autant de disparités et d'influences culturelles? Alors, on s'adresse quand même à du personnel Rémy Cointreau, nos interlocuteurs, c'est du personnel Rémy Cointreau. Donc ça veut dire qu'ils sont convaincus, comme on l'a dit pour les raisons qu'on a citées avant, de l'importance de la politique RSE du groupe. Ils vont être au contact effectivement d'organismes de société. Par exemple, quand on parle, l'exemple que vous citez, c'est vraiment caractéristique pour nous, le transport des produits. Ça veut dire que quand on est face à un transporteur américain, on va lui dire maintenant, vous allez mesurer vos émissions carbone, parce que nous, on ne veut pas le faire à votre place. Alors, on peut s'appuyer sur ce qui se passe en France et en Europe, puisqu'il y a une loi qui impose aux transporteurs aujourd'hui de remonter les émissions carbone pour leurs clients. Ça fait 3 ans, on commence seulement à avoir les résultats, mais en tout cas, ça se fait. Une bonne partie de ce qui se passe en France et en Europe, on va l'avoir directement par la remontée des transporteurs. Après, on retombe dans le même système que ce qu'on a pu vivre au début de la politique RSE chez Rémy Cointreau, c'est-à-dire que là, c'est des explications, expliquer pourquoi on veut faire ça. Alors ça prend plus ou moins de temps. Par exemple, avec les fournisseurs qui sont mondiaux pour Rémy Cointreau, une évaluation RSE des fournisseurs, aujourd'hui, clairement, on demande aux fournisseurs d'adhérer à une plateforme internationale qui s'appelle CEDEX, donc qui est basée à Londres,
qui gèrent de l'information RSE, c'est-à-dire des autodéclaratifs des fournisseurs, mais aussi des audits RSE qui se font et qui peuvent partager avec plusieurs clients à la fois. Clairement, aujourd'hui, dans les contrats avec nos fournisseurs, c'est une condition nécessaire et irrévocable que le fournisseur soit inscrit chez Cedex pour travailler avec Rémi Cointreau. Ce sont des fournisseurs qui sont mondiaux. Voilà, ça fait partie de... Alors c'est là où l'engagement, la stratégie de l'entreprise, il faut que le collaborateur se sente fort avec ça. C'est-à-dire en disant, moi je vais pouvoir argumenter, expliquer, convaincre, et puis expliquer aussi que ça fait partie des critères de sélection d'un Rémi Cointreau. Alors, je vous parle de ça aujourd'hui, on a 15 ans d'historique derrière nous. Voilà. Je n'aurais pas eu le même discours si vous m'aviez interrogé en 2003 et en disant comment vous arrivez à convaincre. Parce que depuis 2003, les choses ont évolué, parce qu'on n'est plus les seuls à demander ce genre de choses. Tous les grands groupes aujourd'hui demandent à leurs fournisseurs ce que nous on peut leur demander. Donc de toute façon, ils ne sont pas juste face à Rémi Cointreau qui demande des choses impossibles. Et ça fait partie maintenant des échanges commerciaux, par exemple, cette dimension d'évaluation RSE des fournisseurs. Donc voilà, c'est de la discussion, de l'échange, mais il y a deux choses sur lesquelles il faut être très vigilant dans une politique RSE. Il est vraiment très vigilant. C'est prouver ce qu'on dit. Parce que vous véhiculez un discours de valeur, et quelquefois on peut se laisser emporter par un discours de valeur. On peut dire, voilà, nous sommes les plus responsables, etc. Mais il faut pouvoir prouver. Ça veut dire que nous, en RSE, on gère une cinquantaine d'indicateurs qui sont des indicateurs qui sont suivis par les équipes, etc. et qui peuvent prouver. Tout à l'heure, je vous ai dit, 100% des déchets des sites France sont valorisés. Je vous dis, vous me croyez, et moi derrière, je le dis parce que je sais que je peux le prouver. Si l'un d'entre vous dit, moi demain, je viens voir les fichiers de Rémi Cointreau, je peux le prouver. Et le deuxième point, et qui rejoint la question que vous venez de poser, c'est une notion de périmètre. C'est-à-dire, quand on est responsable, quand on est une société responsable, il n'y a pas un endroit où on est responsable et un endroit où on n'est pas. Donc on est très vigilant justement sur cette dimension mondiale, parce que si vous regardez des émissions qu'il peut y avoir aujourd'hui, des journalistes qui peuvent venir enquêter un peu sur ces stratégies, souvent c'est là-dessus qu'ils creusent. C'est-à-dire en disant vous avez un super rapport RSE, prouvez-moi que ce qui est écrit se fait. Ou vous avez 50 sites, et moi je suis allé sur un site où en fait ce que vous écrivez ne se fait pas sur ce site. Alors nous on est extrêmement vigilants là-dessus. C'est plus simple pour nous parce qu'on n'a que 6 sites de production, on n'a pas 50, on n'a pas 50 000 collaborateurs au niveau mondial, donc c'est plus simple pour nous par rapport à la taille de l'entreprise. Mais c'est surtout que nous, ce serait plus qu'à double tranchant. Parce que d'un côté, on a un discours très haut de gamme sur les produits, très qualitatif, hyper qualitatif même, et on ne peut pas imaginer que Rémi Cointreau soit pris en défaut. C'est les objectifs qui ont été fixés par la présidente et qui sont encore fixés aujourd'hui, c'était vraiment de veiller à ça. C'est-à-dire que la RSE, par contre, ne se retourne pas parce que le discours ne serait pas fiable sur justement la notoriété de Rémi Cointreau. La RSE peut aider à la notoriété d'un groupe si elle est concrète et réelle. Si vous vous faites attraper sur un discours de valeur qui n'est pas réel et concret, alors là, c'est la porte ouverte après. Comme on dit souvent, la RSE, ça doit participer à donner confiance. Donc quand vous avez un discours RSE qui est pris en défaut, c'est la confiance dans l'entreprise qui est prise en défaut. Et ça, c'est redoutable. Bonsoir, moi je voudrais relever la controverse et l'ambiguïté entre le développement du RSA dans une entreprise dont la mission est le développement de l'addictologie. Comment arrivez-vous à consigner la consommation d'un produit dont les qualités nutritionnelles sont encore à démontrer et qui entraînent des dégâts grandissants dans la population mondiale alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'eau à boire? Alors, c'est ce que je vous ai parlé sur le volet sociétal, le volet consommateur, c'est-à-dire au niveau de Rémi Cointreau, il y a tout un discours sur la consommation responsable et modérée de nos produits,
tout un discours aussi, également une charte. Alors, je ne l'ai pas cité, mais dans la charte RSE, il y a une charte spécifique sur ce sujet, parce que je suis d'accord avec vous, c'est un sujet effectivement sensible, très sensible pour nous. Et donc, il y a une charte sur la communication responsable. Il y a même un comité au sein de Rémy Cointreau. C'est le seul endroit de la RSE où il y a une double vérification. Il y a un comité de communication responsable au sein du groupe qui réunit une dizaine de personnes. Toutes les campagnes de communication du groupe passent par ce comité qui va valider, alors il y a une série de critères, hein, c'est-à-dire effectivement ne pas cibler les populations jeunes, ne pas associer la réussite sociale à la consommation d'un produit Rémy Cointreau, hein, ne pas donner l'idée que parce qu'on consomme un produit Rémy Cointreau, on devient plus fort. Donc voilà, donc là il y a tout un ensemble d'actions qui sont menées là-dessus. Et je dirais ce qui nous aide un peu, pas totalement, c'est qu'on véhicule de la culture, une tradition, et la stratégie premium fait que les produits de Rémy Cointreau sont relativement chers, dans certains cas, et que du coup on n'est pas associé à ces produits, comme vous dites, qui créent de la dictologie, parce que quelquefois ils se vendent à des prix relativement bas, et donc qui peuvent permettre une consommation tout de suite importante du groupe. Je suis d'accord avec vous, c'est un sujet sensible, on est particulièrement vigilant, c'est pour ça qu'il y a un thème entier dessus. Et donc, quand il y a par exemple des visites chez Rémy Cointreau, si vous allez sur le circuit de visite d'accueil du Carré Cointreau, on peut vous proposer effectivement à la fin un cocktail, mais on va vous proposer aussi, si vous le souhaitez, des jus d'orange, de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne force pas la personne à déguster le produit. Et puis, les doses qui sont mises au niveau de la dégustation sont des doses qui garantissent effectivement qu'on n'est pas en surconsommation, ça c'est clair. Alors pourquoi on est très vigilant là-dessus? Parce que notre responsabilité est engagée. Hein. C'est-à-dire quelqu'un vient chez nous, repart en voiture, sort du circuit de visite, il a un souci, notre responsabilité est engagée. Donc nous-mêmes, on n'a pas du tout intérêt à prôner des consommations excessives de la dictologie, parce que même un consommateur qui se retrouve à un endroit et qui a un accident ou produit un accident par une consommation trop élevée de nos produits, le nom de Rémy Cointreau est associé. Quand je vous ai dit tout à l'heure, la notoriété, c'est quelque chose d'important pour nous. On ne veut pas du tout ce genre d'histoire, ce genre d'affaires autour de Rémy Cointreau. Donc là, on rejoint, je suis d'accord avec vous. Alors, je vais vous donner un chiffre de consommation responsable. Je vous ai montré au début, il y a une dizaine de marques chez Rémy Cointreau. Aujourd'hui, on fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec une production de l'ordre de 4 à 5 millions, ce qu'on appelle des caisses standards par an. Il y a 15 ans, en groupe, on faisait moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc légèrement en dessous, mais on produisait quasiment 18 millions de caisses standards. Donc souvent, c'est un argument qu'on ressort, lutter contre la consommation excessive. Vous prenez le cas de Rémy Cointreau. Rémy Cointreau a divisé par 5 sa production mise sur le marché d'alcool. Voilà. Notre objectif, il n'est vraiment pas du tout sur la grande consommation, il est sur des produits de plus en plus premium, de plus en plus chers. Si la marque phare du groupe, qui est la marque Louis XIII, si vous allez au Carré Cointreau, vous pouvez acheter une carafe de Louis XIII, ça vaut 3 000 euros. Alors ça, c'est des vraies politiques de groupe, hein, stratégiques, et en disant on se sort de toutes ces polémiques, justement, par... C'est un risque que prend le groupe, comme je suis d'accord avec vous, on a moins de consommateurs. On a moins de consommateurs, mais ça fait partie, alors là, pleinement, de la politique RSE. Il y a beaucoup de questions, c'est très très bien par rapport à ce sujet, et on va passer à la toute dernière question, parce qu'il faut qu'on tienne quand même les horaires. Et donc je vais laisser madame la poser. Bonsoir. Pourriez-vous parler du projet artistique et musical qui a associé Pharrell Williams? Ah, Pharrell Williams? Oui. Ah oui, alors, ça c'est avec la marque Louis XIII. Donc en fait, la marque Louis XIII, alors il faut remonter un peu, justement ce cognac Louis XIII, pourquoi il est vendu si cher aussi? Parce que vous avez des eaux-de-vie qui vieillissent pendant 80 ans, voire un siècle, à l'intérieur de cette carafe. Donc ça veut dire qu'on a véhiculé dans l'histoire de Louis XIII qu'il faut 100 ans pour faire un Louis XIII, c'est-à-dire qu'il faut un siècle.
4 générations de maîtres de chez, enfin, bref, l'histoire. Derrière ça, moi justement, au niveau des interlocuteurs qu'on peut avoir, on s'est dit, mais 100 ans, pour les évolutions climatiques actuelles, ça veut dire que le réchauffement climatique, clairement, peut nous impacter. Donc on doit garantir, Rémi Martin va fêter son tricentenaire, nous ce qu'on souhaite, c'est qu'il fête son 4e centenaire en 2124. Donc en fait, il y a eu un premier projet avec un film, donc de Malkovich, il y a eu un deuxième projet avec Pharrell Williams, qui est en fait l'enregistrement d'une chanson de Pharrell Williams sur un disque d'argile. Personne n'a entendu cette chanson, bon, à part quelques invités triés sur le volet. Ce disque d'argile est enfermé dans un coffre, qui est à Cognac, qui s'ouvrira dans 100 ans. Donc il y a un compte à rebours qui défile. Derrière ça, c'est de dire l'argile, c'est fragile, c'est la notion de risque lié aux évolutions climatiques. Nous, on garantit qu'on va travailler sur le risque climatique parce qu'on travaille sur l'évolution des cépages. Il n'est pas question d'imaginer que même si le climat remonte de 300 km, que le cognac ne se fasse pas à Cognac. Donc on déploie effectivement des études autour de l'adaptation au changement climatique. Et pour soutenir finalement cette stratégie long terme, eh bien, on a mis en place également ça pour dire, ben voilà, dans 100 ans, on sera adapté au changement climatique, le coffre s'ouvrira, on pourra écouter la chanson dans 100 ans. Donc là, il y a un petit lien avec la politique RSE du groupe. Sur cette note de poésie, on va en rester là ce soir, mais je voudrais vraiment vous remercier, Monsieur Lafage, et en même temps, on va rester un peu dans le domaine de la poésie, puisque nous vous offrons au nom de tous et de l'ESEO un livre de la collection Poésie des villes et des régions sur la beauté de l'Anjou. On va peut-être le montrer à la caméra, et qui a une particularité. C'est un très très beau livre sur les joyaux de l'Anjou, et dont les textes sont des textes repris par des auteurs littéraires très célèbres. On a Jean Racine, Rabelais, François Villon, de toutes les époques, Maurice Druon, etc. Et aussi de personnages historiques célèbres, Alimard Aquitaine, etc. J'espère que ça vous fera plaisir. Et voilà, vous le connaissez bien. Et puis pour petite anecdote quand même, travailler chez Cointreau et habiter à Cognac, franchement, je ne sais pas si la gendarmerie derrière votre voiture en permanence. C'est le groupe Ami Cointreau. Voilà, très bonne soirée, merci à tous pour une prochaine conférence Innovation et Société sans doute en février. Merci Monsieur Lafage. Merci pour votre questions.